Bonjour, bienvenue à Corps Complice sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Judith Petitpas au micro, en compagnie aujourd'hui de beaucoup de gens. Jean-Bernard Drapeau à la console avec en formation un nouvel élève. Et puis avec moi à mes côtés, Michel Lapierre. Bonjour Michel. Bonjour. Et Karine Gravel. Bonjour Karine. Bonjour Judith. Alors aujourd'hui, nous avons notre table ronde, celle-ci sur le sens de l'odorat. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'olfaction au sens de l'odorat. Alors selon David Le Breton, les odeurs de la vie quotidienne signalent d'abord l'intimité. Souvent disqualifié socialement, l'odorat est le moins diversifié de nos sens. Le moins qualifiable, même s'il est infiniment présent et agit en profondeur sur nos comportements. Le vocabulaire olfactif est peu étendu et souvent dépréciatif. Il est plus facile de dire ce qui sent mauvais que de préciser la nature de senteurs agréables. Toute personne émet une odeur indifféremment de la façon dont il se lave ou se parfume, une odeur unique qui interfère avec les échanges avec autrui. Également, l'odeur corporelle liée au métabolisme n'est pas le même selon le moment de la journée et selon les modulations de sa santé. La personne malade, soumise à des données biologiques qui ne lui sont pas habituelles, voit se modifier son odeur coutumière. L'appréciation des odeurs est un fait d'éducation et de sensibilité personnelle. Pour l'enfant, il n'y a pas de mauvaise odeur, il n'y a que des odeurs. Lentement, sous la pression de l'éducation, c'est-à-dire d'un système de valeurs particulier, transmis notamment par ses parents, l'enfant associe les odeurs du corps au dégoût et s'en défend toujours davantage. Auparavant, par contre, il n'éprouve aucune répugnance pour les émanations corporelles, il aime jouer avec ses excréments et ses urines et il aime les sentir. C'est donc socialement que l'odeur est proscrite. Au niveau individuel, elle est intégrée à l'existence. Contrairement à des sociétés ayant poussé loin l'art des parfums, les sociétés occidentales mettent peu les odeurs en position esthétique. Elles agissent surtout hors de la sphère consciente de l'individu, mais elles n'en orientent pas moins ses comportements, comme le marketing l'a bien compris. En dépit de sa place dans la vie personnelle, l'odorat est socialement frappé de suspicion et soumis au refoulement. Il est ce dont nous ne parlons pas, sinon pour établir une connivence autour d'une mauvaise odeur. Il faut combattre ces odeurs personnelles et dégager des effluves agréables, mais cela avec discrétion. Le charme du parfum tient à sa subtilité de son usage. L'humain est un animal qui ne sent pas et qui ne veut pas sentir, et en cela, il se distingue des autres espèces. En se verticalisant, il se défait de son allégeance à l'olfaction. Il se distingue du règne animal. Ce changement de régime l'amène à privilégier la vue. Alors, un autre sens. Enfin, selon le Petit Larousse de la médecine, il existe 3 pathologies liées à l'olfaction. D'abord, une altération de l'odorat partiel, qu'on appelle l'hyposmie. Une altération de l'odorat total, qu'on appelle l'anosmie. Et une altération de l'odorat de façon qualitative qu'on appelle la parosmie. Alors aujourd'hui, on a 2 invités. D'abord, nous avons Karine Gravel, qui est nutritionniste étudiante au doctorat en nutrition. Et nous avons Michel Lapierre, qui est agent de développement et qui est olfactif né. Alors, nous découvrirons ce qu'il entend par là. Au retour de la pause musicale, je vous envoie tout de suite en pause musicale avec la chanson Más que Nada de Sergio Mendes featuring Black Eyed Peas. De retour à Corps Complice. Alors aujourd'hui, nous avons notre table ronde sur l'odorat. Je suis en compagnie de 2 invités. Karine Gravel, qui est nutritionniste étudiante au doctorat en nutrition, et Michel Lapierre, agent de développement et olfactif né. Alors, Michel, quelle est ta relation avec le sens de l'odorat ou quelle place prend ce sens dans ta vie? Oui, en fait, je me définis, comme olfactif né. Je dirais que c'est plus un petit calembour pour partir l'émission. Mais en fait, l'odorat est pour moi, je dirais, très Amélie Poulain. Donc, pour ceux qui ont écouté le film, je ne sais pas si vous vous rappelez, le film commence avec une présentation des acteurs qui, pour chaque personnage, certains traits de personnalité très simples, mais très cocasses, viennent un peu teinter, présenter comment chaque personnage vit son univers intime profond. Dans ce sens où on voit Amélie Poulain qui aime bien prendre des cailloux et compter les bons que font ces cailloux-là sur la rivière, etc. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que l'odorat s'inscrit, moi, dans ma vie, en sens où, à la Amélie Poulain, justement, j'aime compter les marches lorsque je monte les escaliers. J'aime traîner un crayon dans ma poche arrière et dans ce sens, je me sens très
armé et maître de tous mes moyens. Donc, c'est la même chose. Avec l'odorat, j'aime sentir les objets. J'ai un sens propre par rapport à un intérêt propre pour sentir les objets, principalement le linge. Donc, c'est le linge, les objets. Puis, j'aime aussi, en me promenant autant dans la rue, dans les différentes endroits que je fréquente, j'ai une conscience particulière pour les odeurs. Et c'est les odeurs corporelles du linge qui t'appartient ou du linge de d'autres personnes? Principalement mon odeur personnelle provenant de mon linge. J'avoue que cette question-là me déstabilise un peu. Ça désarçonne, alors. Un peu trop personnel. Mais alors, les linges, mais aussi les tout autres objets. Là, Alors, sur ces belles paroles, Karine, toi, quelle est ta relation avec le sens de l'odorat ou quelle place ce sens-là prend dans ta vie? J'ai essayé de faire un peu un genre d'historique. Puis, durant l'enfance, c'est étrange, mais on dirait que j'ai peu de souvenirs. J'habitais à la campagne, mais une campagne bien normale, pas très odorante. On n'avait même pas d'animaux. J'ai l'impression que c'est plus fin d'adolescence, âge adulte, en fait, où, j'ai étudié les arts plastiques, les métiers d'art, où je m'intéressais beaucoup à l'aspect ludique des choses, puis où j'aimais apprendre en m'amusant, en expérimentant. Puis j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux dégustations d'aliments. Donc, évidemment, qui font intervenir là, le sens de l'odorat. Et puis, suite à ça, il y a quelques années, je suis allée en France et j'ai assisté à une journée qui s'appelait « L'art de déguster le plaisir de manger ». Et puis, il y avait plusieurs tables là, avec des exposants. Et il y avait des gens qui avaient un jeu qui s'appelle le loto des odeurs. Je ne sais pas si ça existe ici sous ce nom. C'est un jeu où il y a des petits contenants là, de plastique qui diffusent là, des odeurs quand on les ouvre. Et il faut deviner ce que c'est. On a des odeurs de fleurs, de fruits, de plantes, des éléments plus domestiques. Ça peut sentir le feu de bois, le citron, la menthe, la rose. Et puis, il y avait du monde autour de ce kiosque-là. C'était la cohue. Pourtant, c'est un jeu d'enfant. Hein, mais bref. Mais je pense que maintenant, on en a au Québec là, des jeux comme ça. Et c'est dans le fond, c'est dans le contenant, il y a une substance comme de l'eau, par exemple? Mais c'est vraiment comme sous la forme de petites poudres ou de petits éléments solides là, qui a une odeur. Il y a des jeux maintenant aussi pour les odeurs par rapport au vin. On en retrouve maintenant ici. Mais ça date de quelques années. Puis là, j'ai vraiment cliqué. Je pense qu'il y a eu un déclic à ce moment-là. Et puis là, je suis arrivée pour commencer à monter mon projet de doctorat qui comporte des ateliers de dégustation dont le sens de l'odorat est mis à contribution. Et puis, je pense que c'est vraiment de cette façon-là que ça a commencé. Ça s'est découvert un petit peu plus tard, mais vraiment par la dégustation des aliments. Alors, donc toi, c'est plutôt vers ton milieu professionnel que tu as pris conscience, mettons, de ton sens de l'odorat. Je pense que j'aimais tellement ça que j'ai décidé de l'incorporer professionnellement. C'est d'en faire une profession. Pour pouvoir m'amuser tout le temps. Parce que je pense que dans le domaine, en France ou en Europe, on est beaucoup plus développé au niveau du nez, si je me trompe pas, je pense. Des fois, j'ai cette impression-là. Mais je pourrais pas, tu sais, j'ai pas des données scientifiques là-dessus, mais oui, j'ai cette impression-là. Mais en même temps, je crois qu'ici, on s'y intéresse de plus en plus aussi, au Québec, là, notamment. Je fais référence toujours à des projets de recherche, là, mais évidemment. C'est une grande partie de ta vie. Une très, très grande partie, oui. Michel, toi, est-ce que dans ton milieu professionnel, c'est quelque chose qui t'aide ou qui me stimule? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est justement ce qui est, je trouve, particulier puis intéressant par rapport à l'odorat, c'est que le rapport précis que j'ai avec ce sens-là est un rapport comparativement à Karine, qui est beaucoup plus professionnelle, axée sur des champs de recherche, beaucoup plus en lien avec l'intimité, la sensibilité, qui est au-delà de tout, de toute implication professionnelle, tout engagement, disons, rationnel. C'est vraiment je pourrais dire, un parfum identitaire qui m'habite, qui est très subtil, que je ne vais pas nécessairement parler au quotidien parce que c'est pas nécessairement pertinent. C'est une relation avec moi-même qui est difficile justement à exprimer, à mettre en mots, parce que on est dans l'univers, je crois, ce qui est propre à l'odorat, de
procurer un univers subtil, fin, innommable d'une certaine manière. On est plus dans l'affectif, dans ce que je comprends. Exactement. Donc, on est complémentaires. Dans la présentation du rapport, on a un côté plus rationnel, un côté plus émotif. L'heure sera très sensible. Et moi, j'ai l'impression que l'odorat, peut-être, c'est un sens, d'après moi, on pourra en reparler plus tard, mais qu'on a tendance à négliger. Mais c'est pas parce que ça se fait pas soit émotivement ou rationnellement, mais j'ai l'impression que c'est plus automatique. C'est comme si on prenait pas le temps de rendre rationnel, mettons, pour le développer, puis pouvoir l'utiliser de façon plus ressentie par la suite, plus émotionnelle. Alors, on s'arrête pour une pause musicale, mais on revient là-dessus. Je trouve ça intéressant. C'est le temps maintenant de notre chanson Corps complice. Donc, à chaque semaine, vous avez une chanson qui est liée au thème de l'émission. Donc, aujourd'hui, c'est une chanson qui est un peu déjantée, un peu humoristique. C'est Fernand qui chante « Alors on schlingue » et c'est basé sur le hit de Stromae « Alors on danse ». Donc un peu sur cette musique un peu humoristique, bien sûr, un peu déjantée et absurde. Karine, avant la pause musicale, tu nous disais dans le fond qu'on n'est pas conscient nécessairement de du sens de l'odorat. C'est un sens qui se commande pas. C'est comme si on est là et on n'a pas le choix de sentir. Pour toi, dans ta vie personnelle ou même professionnelle, comment est-ce que tu as développé ce sens-là? De quelle façon ou par qui? En fait, c'est pour mon intérêt là, pour les dégustations d'aliments, ma curiosité pour la nouveauté, nouveaux aliments notamment. Et puis, toujours dans mon parcours professionnel, j'ai suivi une formation donnée par Marie Vati, qui est psychosociologue de l'alimentation. C'est une formation sur l'exploration sensorielle du goût intégrée à la pratique. Et puis, je pense que c'est une des personnes qui m'a vraiment fait réaliser que, en fait, toujours pour moi personnellement, mais à quel point on n'exploitait pas ce sens-là. Je pense que c'est quand même au niveau du goût aussi, mais au niveau de l'odorat, c'est quand même assez présent. Puis, toujours dans le développement de ce sens-là, après ça, je me suis intéressée à la sommellerie. Pour découvrir le nez du vin. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment agréable. C'est pas pour la performance, mais c'est d'être capable de nommer des odeurs quand on voit pas l'objet ou l'aliment. C'est quelque chose qui est difficile. Mais là, on parle du vin, là. C'est sûr qu'on voit pas le fruit ou la fleur, mais c'est agréable d'être capable, en tout cas, pour moi personnellement, mais être capable de dire pourquoi on aime ou pas un vin, par exemple. Mais c'est tout en subtilité, hein. C'est vraiment est-ce qu'on arrive à développer plus on se pratique, dans le fond, plus on devient habile à nommer les odeurs ou à développer ce sens-là? Oui, j'ai vu certaines améliorations me concernant. Oui, OK, bon. Ce ne sont pas des données scientifiques encore, mais c'est ça, c'est pas pour la performance, mais c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que ça se développe et c'est toujours pour le plaisir parce que c'est plus agréable. Être capable de mettre des mots sur ce qu'on sent. C'est pour l'expérience. Oui, savoir pourquoi on aime ça, pourquoi on n'aime pas ça. Donc, c'est pour mieux se connaître au bout du compte. C'est pour ça. Oui, moi, je vais renchérir un peu sur ce que Karine dit. Je trouve ça intéressant de voir qu'on a les 5 sens, puis l'odorat par rapport aux autres, est présent, est latent, mais c'est comme si il fallait se forcer pour sortir de cette latence-là, puis en parvenir à développer ce sens-là, à raffiner l'éventail des odeurs qui nous permettent de lire la réalité qui nous entoure par les différentes expériences que tu as vécues. Tu sais, une ouverture, un processus qui permet maintenant de dire aujourd'hui, oui, maintenant mon nez a cet éventail-là justement d'odeurs et je peux prétendre, peut-être pas prétendre, mais au moins croire que ce sens-là évolue tranquillement vers une aussi grande capacité de capter la réalité que les sens de l'ouïe et de la vue qui sont d'emblée beaucoup plus développés. Là. Ben oui, puis même qu'à la limite, des fois, je pense qu'on sent avec nos yeux quand on voit l'objet ou l'aliment, parce qu'on le sait ce que ça va sentir. Pour avoir fait l'exercice avec des participantes de recherche, et quand on voit pas, c'est bien difficile. Mais d'où on n'a pas de référence, oui. C'est ça, d'où l'intérêt aussi d'avoir des substances qui
qui se ressemblent toutes. Oui, Toutes les exactement. substances sont pareilles, c'est juste qu'ils ont une odeur différente. Donc, ça devient intéressant parce que là, il n'y a que le nez, dans le fond, qui est sollicité. Alors, on peut faire ce constat-là avec ça. C'est intéressant parce que ça vient toucher un peu ce que Judith a abordé aussi en introduction, en disant que justement l'odorat est considéré un peu comme justement animal, un peu disons le moins considéré, alors que le nouveau-né, ce n'est pas un jeu de mots, mais le nouveau-né, lui, se base principalement sur ce sens-là pour par la suite par son éducation, justement, et par la culture, développer davantage la vue et l'ouïe. Donc, d'entrée de jeu, il y a une programmation innée du nez pour finalement, par la culture, parvenir à une forme de déreprogrammation. Heureusement, on peut parvenir peut-être à aller se le réapproprier. Là. Oui, tout à fait. C'est drôle parce que pour le nouveau-né, si on fait une petite parenthèse pour le sens du goût, il y a seulement le goût sucré qui est inné. Les autres, on les apprend par la suite. Donc, on les développe. Oui, peut-être pour l'odeur, on peut appliquer ça aussi. On s'arrête pour une pause musicale, ça va rapidement. Donc, cette fois-ci, on s'en va avec un groupe australien qui s'appelle Graveyard Train et qui nous chante la chanson Dead Folk Dance. De retour en ondes à l'émission Corps Complexe, vous êtes toujours en compagnie de Jean-Bernard Drapeau au choix musical et derrière la console, Judith Petitpas au micro et mes deux invités d'aujourd'hui, Michel Lapierre et Karine Gravel. Durant la pause musicale, il y a Jean-Bernard qui nous disait quelque chose d'intéressant par rapport au nouveau-né. Tout à l'heure, on disait que le sens du sucré était le seul sens inné du nouveau-né. Et puis Jean-Bernard disait que les personnes âgées ou les personnes en fin de vie retrouvaient un peu cette espèce d'amour-là ou de goût pour le sucré. Et il y a Karine qui nous disait, puis qui pourra peut-être enchérir là-dessus, mais qui nous disait que c'est parce que vers la fin de vie, les papilles s'atrophient. Est-ce que je l'explique bien, Karine? Oui, s'atrophient, puis en fait, on va avoir besoin plus de sucré, plus de sel aussi pour que les aliments goûtent comme plutôt dans la vie. Pour qu'il y ait une expérience plaisante. Oui, c'est ça, parce que c'est les goûts qui vont, autrement dit, disparaître ou diminuer en premier là, comparativement à la mer ou à l'acide. Alors, j'aimerais ça qu'on continue à vous connaître un peu plus, vous deux. J'aimerais ça que si vous aviez un souvenir marquant en lien avec l'odorat à nous raconter, là, soit dans votre jeunesse, adolescence, âge adulte, etc. Michel, si on commence par toi. Oui, parfait. Je disais tout à l'heure qu'une des relations particulières que j'ai avec l'odorat, c'est en sentant les objets, puis principalement mon linge ou le linge en général. Mais c'est aussi principalement en m'amusant dans la nature. J'adore tout ce qui est activité de plein air, nature. Puis pour moi, à partir en cyclotourisme, plusieurs journées ou tout simplement une sortie quotidienne en randonnée ou à vélo m'amène vraiment un univers de senteurs qui me permettent de goûter tous les terroirs. Puis, en fait, souvenir, je suis parti un mois en canot, il y a déjà plusieurs années. On partait un mois durant un été qui a été très, très pluvieux, donc avec énormément de mouches. On était 15 gars dans la puberté, donc de la senteur, il y en avait. Et ça sentait après, le musc. Le musc. Après une tentative seulement de se laver, on a vu à quel point les mouches adoraient ces parfums de la civilisation, ce qui a fait qu'on a tout simplement arrêté de se laver pendant les 3,5 semaines suivantes. Au retour au camp, après avoir bouclé la boucle de cette épopée en canot, je vous épargne les yeux qu'avaient nos parents quand ils sont venus nous chercher. Cette odeur, pourtant, nous, on la sentait plus. On avait comme été déprogrammés par ce qui sent bon, ce qui sent pas bon. On était vraiment, c'est ça, on s'en rendait plus compte, sauf nos parents, dans le retour de la civilisation, le sentaient drôlement. En rentrant dans la civilisation, j'ai quand même pris mon bain, je me suis lavé. Tu t'es resocialisé. Oui, exactement. J'ai mis ce costume odorant et j'étais quand même très surpris de voir à quel point le ivory et la barre à savon avaient une odeur vraiment, vraiment intense, alors qu'au quotidien, tout le monde se lave avec ces produits-là. On s'en rend pas compte parce que ça fait partie justement de la norme à suivre. De l'atmosphère olfactive
quotidienne. Exactement, oui. J'ai vécu un peu ce genre d'expérience-là. Et je trouvais que quand je suis revenue dans la civilisation, moi aussi, il y avait... j'ai senti la civilisation. C'est comme si c'était... oui, il y a deux odeurs différentes. Bon, alors, on ne s'attardera pas là-dessus. Oui. Karine, toi, ton souvenir? Mais en fait, moi, mon souvenir, j'ai remonté à ma classe de maternelle. C'est très naïf, ça démontre un peu à quel point j'aime jouer, là, mais je me suis souvenu des crayons de feutre avec des odeurs, je sais pas, mais oui, au début des années 80, à peu près fin 70, là, il y en avait, le crayon jaune sentait le citron, l'orange sentait l'orange, évidemment, mais il y en avait un aux cerises, il y en avait un au bleuet, j'avais presque le goût de les manger. Mais ça, moi, c'était à peu près la plus belle chose qui existait, là. Si mes parents voulaient me faire un cadeau, là. Donc, c'est mon souvenir le plus heureux avec les odeurs, définitivement. Ben, excusez, je trouve ça très drôle, cette anecdote-là, parce que j'ai moi-même eu une expérience assez particulière avec ces crayons odorants. J'aimais tellement les sentir que j'en avais appliqué sur mon nez un dimanche soir, le lundi matin. Je devais prendre l'autobus et c'était impossible d'enlever ce crayon. Je m'étais pas rendue là, par exemple. Non, mais je trouve ça intéressant, Karine, parce que professionnellement, aujourd'hui, tu travailles beaucoup avec les odeurs, mais on voit que c'était ancré peut-être chez toi dès ton plus jeune âge, en tout cas rapidement dans ta vie. On ne sait pas, bien sûr, mais on peut imaginer. Oui. Alors, on s'arrête sur une pause musicale. Cette fois-ci, c'est la chanson que Karine nous offre aujourd'hui. Karine, qu'est-ce que tu nous offres? En fait, je vais vous offrir la chanson En relisant ta lettre de Serge Gainsbourg. Donc, c'est une chanson qui n'a pas de lien avec le sens de l'odorat aujourd'hui, mais que j'ai choisie de façon spontanée. C'est une chanson qui date quand même de plusieurs années, en 1961. Elle n'est pas très connue. Et en fait, je vais vous laisser écouter le tout. Si vous écoutez bien les paroles, il y a une petite touche d'ironie où on alterne entre l'aspect dramatique de la lettre d'amour puis l'aspect plus rationnel de la correction des erreurs de français. Serge Gainsbourg, qu'on vient d'écouter, là, une gracieuseté de Karine Gravel, bien sûr. Karine et Michel, depuis le début, on parle beaucoup de vous. Je trouve ça intéressant de vous connaître, tant au niveau professionnel que personnel. Si on élargissait là, notre réflexion sur la société, quelle est la place ou le sens de l'odorat dans notre société, là? À votre avis, par exemple, Michel? Ben, on l'a dit tout à l'heure, hein, on voit que les l'ouïe et la vue ont vraiment une place prépondérante là, dans notre société par rapport aux autres sens. Mais moi, je voudrais mettre en place un peu justement ce contexte-là en amenant le fait là, de l'hyper-sollicitation que le marketing, justement, on en parlait en introduction aussi, elle nous amène. Il y a vraiment des think tanks du marketing qui ont très très bien compris que pour nous inciter, nous influencer dans notre consommation, il faut vraiment solliciter l'ensemble des sens. Puis en regardant les différents sens qui sont privilégiés, on voit clairement que c'est par la vue et l'ouïe principalement qu'on cherche à nous influencer dans les achats de toutes sortes de bébelles que ce soit. Donc, puis une des bonnes façons de le montrer, c'est par le fameux téléphone intelligent. Tout le monde a son téléphone cellulaire. C'est magique à quel point le téléphone réussit à répondre à l'ensemble de ces sens-là. Avec la vue, on peut décider de la couleur de notre téléphone, l'image qu'on va mettre pour le personnaliser. On peut choisir notre sonnerie électronique pour les appels entrants, appels sortants, etc. On le touche comme un gris-gris des temps modernes. Ça nous appartient, c'est en nous. On est un cowboy des temps modernes avec ça aussi. Dans le contexte de marketing, oui, c'est vrai, par les crayons, Crayola qui sent bon, il y a aussi les fameuses fraisinettes. Je pense, c'est vrai, ça c'est chapeau, c'est quand même brillant, mais ça reste, bon, puis aussi la senteur que peut avoir une voiture lorsqu'on l'achète, reste que l'odorat, je trouve, est un peu encore un genre de château fort du marketing, donc un refuge en sens dans cette société de consommation. Puis, c'est une hypothèse que j'en dans le sens où il serait moins utilisé ou plus utilisé? Il serait moins utilisé. Okay. Il serait beaucoup moins utilisé. Karine, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Oui, en fait, marketing, ça me fait penser, il y a de plus en plus de produits aussi qui ont des odeurs de nourriture. Tu sais, puis c'est pas de la nourriture, là, par exemple.
des odeurs de chocolat pour des produits de beauté, ou c'est tout le temps associé à la nourriture, à des aliments. Puis ça, on en voit de plus en plus. C'est une autre technique marketing, mais... Oui, c'est vrai. Puis c'est vrai que le goût et l'odorat sont très liés aussi. On peut difficilement les séparer l'un de l'autre. Oui, travaillent ensemble. En tout cas, on peut peut-être goûter... on peut peut-être sentir sans goûter, mais l'inverse, c'est pas... est presque impossible. Je sais pas, je m'avance, mais... Je sais pas. Ça prendrait un rhume. Donc, on est dans une société pour vous qui met pas nécessairement de l'avant beaucoup l'odorat. Par exemple, contrairement par exemple peut-être à l'Inde où c'est omniprésent dans le fond, c'est des épices partout, Michel. Oui, ben c'est ça. Ben, moi je pense que pour comprendre aussi, on parle là, de plus sous l'angle de la consommation et du marketing, mais il faut comprendre aussi que je veux dire, on est vraiment depuis le 18e siècle, on a eu le siècle des Lumières qui a tout fait pour élever nos esprits. Nous distancer des dogmes traditionnels, nous distancer de notre côté animal. De là est venu justement le développement des sciences, la pasteurisation, stérilisation, la médecine qui a permis d'augmenter l'espérance de vie, qui a permis aussi de l'augmentation de la population mondiale qui fait qu'on est maintenant 7 milliards d'habitants sur cette belle planète, mais reste que par cette longue marche vers le progrès, il y a puis l'amélioration de l'hygiène publique. Je pense aussi que ça a créé d'une certaine manière un environnement social complètement aseptisé, exactement, aseptisé. Mais puis cette aseptisation là de l'environnement social est aussi une mise au rencard de notre côté justement naturel, vrai, en lien avec les odeurs non parfumées justement. Oui. Mais moi, ça me fait penser, en fait, notre société, j'ai pensé à certains voyages que j'ai faits en Europe, en Asie. Et effectivement, c'est très différent. Hein. J'ai l'impression que, oui, ici, on est comme un peu aseptisé. Mais je me demandais pourquoi c'était comme ça. On le sait un petit peu, là, c'est question d'hygiène aussi, d'évolution. Mais je me demandais aussi, est-ce que c'est pas parce qu'on est justement dans le Nord, hein, on n'est pas ici, c'est pas un pays chaud, on a tendance à s'isoler plus, je sais pas s'il y aurait un lien possible à faire avec le froid par exemple. Tu sais, on est moins dehors, on est moins. Mais est-ce que quand il fait froid, les odeurs sont moins, à l'inverse, quand il fait chaud, les odeurs je sais pas, est-ce que c'est vrai ce que je raconte, que les odeurs sont plus présentes quand il fait chaud, que c'est plus savez-vous? Ou c'est une impression? Mais moi, je crois que oui, mais c'est peut-être une impression. C'est peut-être une impression. Donc, on ne sait pas, finalement. OK, on ne sait pas, finalement. Mais tu sais, on essaie de retirer les odeurs. Par exemple, un exemple qui m'est venu en tête, tout le monde veut avoir la hotte de cuisine la plus performante pour enlever les odeurs de la nourriture. Tu sais, c'est quelque chose de bien important, là. Faut pas que ça sente, faut pas, tu sais, c'est quelque chose qui est comme... qui est mal. Mais c'est comme ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Karine, c'est que c'est comme si ici, en tout cas dans les sociétés occidentales ou nord-américaines, c'est comme si il y a un malaise ou il y a un refus de la mauvaise odeur qui est peut-être plus virulent, mettons, que dans des sociétés où on côtoie régulièrement la mauvaise odeur. C'est comme si là, il fallait absolument à tout prix que ça sente bon, là, que ça sente la tarte au sucre ou la tarte aux pommes. C'est une forme peut-être une forme de costume, hein. On dit, à défaut de sentir vrai, sentons bon, ou à défaut de sentir bon, sentons beau. Hein. Sentons vrai. Sentons beau, tu sais, c'est la beauté, mais c'est pas nécessairement vrai. Donc, de cette manière-là, c'est l'aspect peut-être authentique là, qu'on semble perdre, là, ou de ceci. Michel, c'est rendu ton tour de nous présenter ta chanson. Je suis surpris. Oui, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ça. En fait, c'est ça. Pour rester un peu dans la même ligne là, du début, quand il est venu le temps de choisir ma chanson, c'était clair pour moi que ça devait être une chanson instrumentale, purement instrumentale, pour enlever complètement justement les paroles, pour que ça soit le plus abstrait possible. Puis donc j'avais un choix sur un plan plus classique, où là ça va être du jazz. C'est Anouar Brahim, tunisien, qui nous emmène dans une balade de sens. Donc, c'est cette invitation que je vous propose. De retour sur les ondes de CKIA 88,3 FM, vous êtes toujours à l'émission Corps complice. On se dirige
graduellement, tranquillement, vers la fin. On a fait un portrait assez large, évidemment, du sens de l'odorat. En 1 heure, on n'a pas le temps de faire une description exhaustive, bien sûr. Donc, on a survolé un peu ce sens-là. Autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'il y a à retenir sur le sens de l'odorat, par exemple, Karine? Bien, en fait, c'est un sens qui est très performant et sur lequel on peut se fier selon les situations. J'ai quelques exemples. Par exemple, quand il y a des odeurs qui sont associées au danger, comme une odeur de fumée, une odeur de moufette, ça va déclencher des réactions de fuite automatiquement. Ça, c'est par l'odeur qu'on peut détecter ça. Des odeurs aussi appétissantes, comme l'odeur du pain, l'odeur de la vanille. Si on porte attention, la salivation va s'accroître dans notre bouche. Puis, des odeurs aussi très concentrées. Bon, certains parfums provoquent des réflexes de défense, comme par exemple l'éternuement ou l'étouffement aussi. Donc ça, c'est l'odorat qui fait ça. Puis la façon, aussi la perception des odeurs des aliments peut varier selon si on a faim ou si on est rassasié. Ça peut changer aussi. Donc je pense que c'est très, très bien adapté, là. Fait qu'on a avantage à... Mais quand on n'a plus faim, on n'a plus le goût, on n'a plus l'envie, on sent plus... ça sent moins bon. Ça sent moins bon, effectivement, quand on a bien mangé. Oui. Est-ce que, moi j'aurais une question par curiosité, alors que je te demande, Michel, est-ce qu'on peut, selon toi, là, comme nutritionniste dans ta vie professionnelle et tout ça, est-ce qu'on peut améliorer ce sens-là? Et comment? Ben moi, je pense qu'on peut le développer en s'exerçant. Justement, bon, il y a des jeux qui sont disponibles, mais dans la vie de tous les jours, de peut-être porter attention en cuisine, par exemple, sentir les épices. Je pense que c'est vraiment, au lieu d'automatiser, ça demande vraiment un effort. Au lieu d'être automatique, c'est quelque chose par lequel il faut porter attention en premier. Puis je pense qu'après ça, si c'est quelque chose qui nous intéresse, ben on peut développer. On pense par exemple aux grands sommeliers. Ils sont pas devenus grands sommeliers du jour au lendemain. Ça s'est développé, donc c'est comme ça que je me rassure. Ben, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que de rendre conscient l'odeur, des fois ça fait en sorte que l'expérience est différente, qu'elle est plus enrichie, elle est plus riche. Oui. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Karine? C'est terminé. Michel, toi, qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne ou qu'est-ce que toi tu retiens du sens de l'odorat? Ben en fait, moi j'aimerais, si je résume un peu à ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, je pars quand même avec l'idée que dans un contexte quand même assez rationnel au 21e siècle, c'est normal qu'on voit que c'est principalement l'ouïe et la vue qui ont vraiment la plus grande importance, qui sont les sens les plus importants. Puis je pense que l'odorat pourrait parvenir d'une certaine manière à nous faire cheminer vers une certaine une révolution sociale, j'ose espérer, pourquoi pas. Hein? On est quand même dans un contexte social de budget, d'austérité, donc de crise environnementale. Il y a une urgence, je pourrais appeler ça une forme d'éditorial que je fais là, totalement improvisé, une urgence de changer de paradigme, de sortir de ce paradigme-là, axé sur justement le marketing, sur le matérialisme, sur l'esprit rationnel. Et puis, s'il y a un sens qui pourrait nous permettre peut-être à changer de ce paradigme, de ce spectre, pourquoi pas mettre l'accent sur l'odorat, qui, lui, nous amène vers un univers beaucoup plus, justement, fin, subtil, volatile, éphémère, du domaine du senti. Je pense que en tant qu'individu, dans nos rapports à l'autre, dans nos rapports à soi et en rapport avec la société, je crois qu'on en a drôlement de besoin. Mm-hmm. Donc voilà, l'éditorial. C'est intéressant, je trouve qu'on est dans l'expérience avec l'odorat. Oui, Karine? Oui, l'odorat, c'est le sens qui est le plus relié aux émotions. Hein. Oui, si on y pense bien, puis les souvenirs aussi. Hein, des fois, on va sentir une odeur, ça fait bien des années qu'on n'a pas senti, puis ça nous ramène exactement à ce moment-là précédent. Donc, c'est vraiment intéressant quand on y porte attention. Puis des fois, c'est pas nécessairement la même odeur, mais c'est un souvenir qui, par quelque chose d'inexpliqué, nous ramène tout de suite à un souvenir, effectivement, qui est d'il y a longtemps. C'est ça, oui.
Michel, oui. Ben non, c'est juste une petite parenthèse. Ce que je trouve drôle, que automatiquement, on associe l'odorat habituellement au souvenir. Hein? C'est vraiment drôle. Peut-être parce que justement, c'est quand on est jeune que l'odorat est le plus présent dans notre processus de vie, notre avancée en âge. Là, mais c'est vraiment drôle de voir que souvent, c'est le principal qualificatif qu'on accorde à l'odorat, le souvenir. C'est comme s'il nous imprègne, l'odorat nous imprègne dans le fond, sans le vouloir, sans le savoir. Michel, tu avais pour nous un petit quelque chose. Est-ce qu'on attend au retour de la pause? C'est débratoire. Alors, attendons au retour de la pause. Michel nous fera sa surprise. Donc, nous allons en pause musicale avec une chanson, encore une fois, étant donné qu'on est le 1er avril, on s'est un peu tourné vers l'humour. C'est Martin Léon avec la chanson « C'est ça qui est ça ». C'était Martin Léon avec la chanson « C'est ça qui est ça », une chanson aux paroles extrêmement recherchées, bien sûr. Vous l'aurez compris que c'était un peu d'humour. Donc, on s'enligne vers la fin. C'est la conclusion déjà. Ça fait 1 heure qu'on se parle à peu près. C'était extrêmement intéressant. Je rappelle nos invités, Karine Gravel, qui est nutritionniste et étudiante au doctorat en nutrition, qui travaille beaucoup avec le sens du goût et de l'odorat, et Michel Lapierre, qui est agent de développement et olfactif né, on se le rappelle depuis le début. Donc, merci beaucoup, Michel. Michel, est-ce que tu as envie de nous dire un petit mot de la fin? Oui, j'aimerais me gâter et poursuivre un peu sur ma lancée éditoriale de tout à l'heure, disant que l'odorat pourrait être un peu le sens de prédilection pour une éventuelle révolution sociale en douce. Donc, j'ai préparé un petit poème, parce que justement, c'est tout sauf rationnel. On est dans le monde un peu de l'indicible, donc, poème ayant pour titre « Au nez citoyen ». Ça va comme suit. Exit now du parfait senteur parfum, sentir autre que le propre, la norme, le faux, le frais, l'Axe Pulse Ice ou le Chanel. Let's coming soon, l'odeur marais, bonbonne en spray. Sentir le fog, sentir le smog, sentir la mort. Toi et moi sommes à la fois des êtres blancs, des êtres noirs. Welcome soleil, des vraies odeurs, comme un éveil sur d'autres valeurs. Sentir l'habitude, sentir l'habit odeur friture, pricher sans trade, sans aucune thune. Sentir le pas de la bitume rouge en ce printemps social scolaire. Sentir le muscle des sports suaves, sentir le sport des muscles en bave. C'est un appel à nos aisselles, fin du carême de l'olfaction, montée sueur sur tous les fronts. Élevons le pif en chef souverain et ses sujets en liesse demain. Bravo, Michel! Merci. Michel, c'est de toi? C'est toi qui l'as écrit? J'ai terminé ça à 14h52. Aujourd'hui même, bien sûr. Aujourd'hui même, évidemment. C'est du Michel Ducrèche. Alors, c'est tout en spontanéité. Exactement. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous pour ta participation. Merci. Karine, est-ce que tu as un mot de la fin aussi? En fait, que l'odorat, ça se développe. Faut pas oublier ça. Faut pas voir ça comme une grosse montagne. Et puis, on peut s'en servir pour apprendre en s'amusant. Toujours. Faut pas oublier le plaisir. Non, hein, c'est ça, on revient au plaisir. Toujours. Merci beaucoup, Karine, pour ta participation. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on se dirige vers la fin de l'émission. La semaine prochaine plutôt à l'émission, on reçoit un athlète de haut niveau en triathlon. Ce qui risque encore une fois d'être très intéressant. Donc, merci à Karine Gravel, nutritionniste, Michel Lapierre, agent de développement. Merci à Jean-Bernard Drapeau qui est derrière la console et au choix musical. Merci aux auditeurs. C'est Judith Petitpas au micro. Je vous rappelle Jazz Bazar ce soir à 18h sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Vous écoutiez l'émission Corps Complice les dimanches de 15h à 16h. Et on vous laisse sur le thème musical de Charles Papassoff en vous souhaitant une belle semaine.